Salut à tous et à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien les gars, comme d'habitude. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo débrief sur deux huitièmes de finale de l'Euro 2024. Donc le débrief que je vais faire dans un instant, c'est Espagne-Géorgie d'hier et Allemagne-Danemark d'avant-hier. Donc voilà. Bah, dans un premier temps, on va commencer peut-être par parler de Espagne-Géorgie, puisque c'est un peu plus récent. Et puis après, on parlera de Allemagne-Danemark, qui date d'avant-hier, où les Allemands ont pointé deux buts aux Danois. Des Danois qui avaient très très mal commencé, bon, on y reviendra après. Mais là, d'abord, on va commencer par Espagne-Géorgie tranquillement. Et je vous reprends de suite, les gars. Ouais, donc les gars, voilà, c'est une victoire 4-1 des Espagnols, sans trembler face aux Géorgiens, même si les Géorgiens avaient marqué le premier but sur un CSC de Le Normand, un but contre son camp qui n'aurait jamais lieu d'être. Le Normand a voulu la mettre en corner, mais malheureusement il l'a mis dans ses propres buts, et qui a trompé le gardien espagnol Unai Simons. Et voilà, malheureusement, très très malheureux sur ce coup-là. Mais à un moment donné, lorsque tu vois le match de le Normand, tu peux aussi te dire que le Normand n'a vraiment pas été bon, que ce soit sur le plan défensif, que sur le plan bon, offensif, on va pas dire, mais ce qu'on lui demande, le Normand, c'est quand même d'être présent défensivement, de rassurer, de se montrer un peu en taille patron, ce que le Normand n'a jamais fait dans le match. Il a fait vraiment un très très mauvais match. On va voir après avec les notes, mais franchement, la note de Lenormand, vous affolez pas si elle est vraiment très très basse. Voilà, les buteurs sont Rodri, Fabien Ruiz, Nico Williams et Dani Olmo. Et donc voilà, donc c'est parti les gars, donc on va faire les notes. Donc c'est des notes, voilà, sur... On va faire des notes sur 10 quand même, parce que c'est des matchs de huitième de finale, donc plus on va avancer dans la compétition, et plus les notes vont être assez dures et... genre, par exemple, les demi-finales, ce sera des notes sur 20, tu vois. Donc voilà, donc les notes seront plus élevées plus on avancera dans la compétition. Allez, c'est parti, on va commencer par Unai Simon. Alors Unai Simon, il n'a pas eu grand-chose à faire, mis à part le but qui se prend par le Normand dans ses propres buts. Et sinon, voilà, il a sorti de sa ligne un peu précipitamment, et Kvaratskhelia a failli marquer un but au milieu de terrain, car Unai Simon était un peu trop avancé sur sa ligne. Voilà, bon, bah, Unai Simon, je vais lui mettre 5, parce que voilà, il se prend un but, il sort mal sur la frappe du milieu de terrain de Kvaratskhelia, donc voilà, mais bon, après il a fait peut-être un petit arrêt peut-être, un arrêt, deux arrêts, non, zéro arrêt, donc tu vois, voilà, il a pas eu grand-chose à faire, mais malheureusement, le but qui se prend contre son camp, il peut rien faire. Ensuite, Denis Carvajal, 6. 6 parce que voilà, il a été un peu transparent. Il a un peu été transparent défensivement, mais offensivement, il faisait de bons centres, il était impliqué. Et voilà, sur Dani Carvajal, il a 4 étoiles et il mérite. Bon, peut-être un peu moins quand même, 4 étoiles, peut-être allez, 3,8, 3,7 étoiles quand même. Mais sinon, ça n'empêche pas qu'il a été très bon. On va commencer par Laporte. Alors Laporte, 6, ouais, 6 aussi, un peu même remarque que Denis Carvajal, sauf que Laporte a été très à l'aise niveau défensivement. Les Géorgiens ont eu beaucoup de mal à avancer avec le bloc espagnol qui défendait très très bien. Surtout Aymeric Laporte que j'ai trouvé très très bon. Ensuite, Cucurella, ben, pareil 6. Hein. Cucurella, Laporte et Carvajal, c'est 6. Voilà, Cucurella de beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts de Cucurella. Et voilà. Le Normand, bon, le Normand, 1. Pourquoi 1? Parce que tout simplement, bah déjà, il marque un but contre son camp, mais il n'y a pas que ça. Les passes qu'il fait, voilà, bon, il tentait des dégagements un peu ratés. Il... Défensivement, il se fait manger. On voit que le Normand s'est fait beaucoup manger par cette équipe géorgienne. Alors que normalement, gérer cette équipe géorgienne quand en défense, c'est plutôt assez facile. Donc voilà, le Normand a été pour moi le pire défenseur espagnol de ce match, voire le pire défenseur de toute la compète, parce que franchement, le Normand, je sais pas pourquoi l'entraîneur espagnol le fait jouer titulaire alors qu'il ne mérite pas. Mais bon, tant pis, je suis pas l'entraîneur espagnol, donc je pourrais pas répondre à cette question.
Fabien Ruiz 6,5, 6,5 sur 10, il est buteur, mais Fabien Ruiz, voilà, à part le but qu'il a mis, il a fait bah, allez, des petites frappes, tu vois. Si on regarde le stade de Fabien Ruiz, on peut voir que dans l'ensemble, il a fait 7 tirs, donc ce qui est bien. Voilà, en plus, il a été passeur décisif, buteur de la tête sur un super son de Yamal. Et voilà, il a été très très bon, mais pour moi, quand même, il y a des petites imperfections. Fabien Ruiz a quelques lacunes balle au pied. C'est pour ça que je peux pas lui mettre plus que 6,5, parce que si Fabien Ruiz aurait été un peu plus à l'aise balle au pied, il aurait mérité 8, mais là, 8 c'est un peu trop sur note quand même. Et voilà, mais sinon, il a été très bon, il a fait le taf, quoi. Offensivement, il a fait le taf. Rodri, 7 sur 10, Rodri, voilà, c'est lui qui remet confiance l'Espagne, voilà, qui redonne confiance à l'Espagne sur cette magnifique frappe, qui vient se loger sur l'angle droit du gardien géorgien. C'est une frappe qui est un peu compliquée à analyser puisqu'il était à la limite du hors-jeu, mais voilà, le but a été validé, donc voilà, donc moi je voyais pas l'inconvénient pourquoi ce but serait refusé, même si le hors-jeu est très 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 limite, c'est difficile à analyser, mais pour moi le but est valable. Pour moi le but est valable, et surtout Rodri, voilà, il a redonné confiance à l'Espagne, il a boosté l'Espagne, et voilà, ça a été sur son plan du milieu de terrain, il a été très très bon, offensivement il a été bon, et voilà. Et si pareil, si lui on regarde ses stats, on voit que c'est très bon, hein. Un but, 3 tirs, ouais voilà, donc il a fait le taf offensivement et c'est lui un peu le motivateur de cette équipe espagnole. Gonzalez 6, alors lui un peu plus transparent, mais ouais, un peu plus transparent, moi j'ai trouvé, mais voilà, il a été plutôt bon, voilà, il a fait le taf, quoi, lui aussi il a fait le taf. Si on regarde ses stats, là, on remarque que c'est beaucoup plus faible sur le plan offensif, puisqu'il a seulement 2 tirs pour un milieu de terrain, c'est pas trop ouf, hein, on va pas se le cacher. Il a été transparent aussi. Moi, Gonzalez, j'ai cru qu'il allait un peu aider Denis Carvajal en défense pour essayer de récupérer les ballons, mais ça n'a pas été trop le cas. Voilà, offensivement, il a rien apporté de positif, et donc voilà, c'est dommage pour Gonzalez. Bon, je lui mets quand même 6 parce qu'il a fait le taf. Lamine Yamal, 7 aussi. 7 aussi, voilà, les centres ils étaient bons, les passes c'était bon, les dribbles c'était bon, tout était positif pour Lamine Yamal sur ce match. Voilà, il a failli en plus marquer un but. Mais voilà, le gardien Mamardashvili a très bien arrêté son tir. Voilà, c'est lui qui est à l'origine du but contre leur camp des Georgiens, qui a finalement été annulé par un hors-jeu de Lamine Yamal. C'est lui aussi qui est à l'origine de la tête de Fabian Ruiz sur un magnifique centre au second poteau. Et voilà, donc Lamine Yamal 7 et c'est mérité. Morata 5. Ah bah oui, bah là on peut quand même constater que pour l'un des meilleurs joueurs de cet Euro, on peut se dire que voilà quoi, ça n'a pas été, ça manquait de vue, ça manquait d'investissement, et surtout Morata n'a pas été vraiment très concerné. Il a fait une faute bête en plus sur un joueur géorgien. Voilà, c'est pas Morata, ça n'a pas été ouf, hein. Si on regarde pareil, lui, si on regarde ses stats, un tir seulement en 67 minutes, alors que t'es un attaquant, va falloir vite se réveiller, parce que ce stade-là, face aux Allemands, là, les Allemands, c'est pas les Georgiens, les Allemands, hein. Va falloir faire très attention à l'Allemagne. Voilà, parce qu'il y a des joueurs comme Moussiala, etc., etc., mais surtout, si t'es pas foutu de marquer un but face à la Géorgie, voire pire, de faire un seul tir seulement en 67 minutes, là, va falloir vraiment se poser les bonnes questions pour Alvaro Morata. Et enfin, Nicole Williams, 8. Alors 8, ça a été le meilleur joueur espagnol, je vais expliquer pourquoi. Bah déjà parce que pour moi, c'est le joueur espagnol qui a été le plus impliqué, et c'est lui qui a fait, je pense, le plus de tirs.
Ouais, il a fait 5 tirs, c'est vraiment beaucoup. 5 tirs, une passe D, un but. Il a joué tout le match en plus, c'est vraiment fort de sa part. 5 tirs, voilà, ça commence vraiment à être représentatif de la part d'un attaquant. C'est le joueur, pour moi, c'était le joueur espagnol qui a touché le plus de ballons. Alors c'est peut-être mon impression, mais je pense que Nico Williams, ça a été le mec qui a touché le plus de ballons. Et il a très très bien dribblé, les passes elles étaient bonnes, l'investissement dans le jeu a été bon. Voilà, il y a pas vraiment grand-chose de négatif pour Nico Williams sur ce match. Il a fait tout le taf qu'on lui demandait et c'est mérité. Et c'est lui qui a la meilleure note sur Google avec 4,5 étoiles et c'est mérité. Je pense qu'on peut pas lui donner plus, on peut pas lui donner moins. C'est vraiment impeccable. Voilà, et donc voilà les gars, donc on va voir les stats. Bon, les stats, il n'y a pas photo entre l'Espagne et la Géorgie. Voilà, 35 tirs pour l'Espagne, 13 quadrilles. Voilà, donc là, il n'y a pas photo. Il n'y a clairement pas photo. Les Géorgiens n'ont jamais su vraiment mettre en danger les Espagnols, mis à part une belle action d'un joueur géorgien qui a frappé complètement à côté, alors qu'il y avait un boulevard à gauche. Donc, mais bon, tant pis, voilà. On savait de toute façon que les Géorgiens n'auront pas fait long feu très longtemps face aux Espagnols, malgré l'ouverture du score. Voilà. Ça n'a pas été ouf malheureusement pour cette équipe géorgienne. Et voilà, donc on voit que les Espagnols quand même ont manqué un peu de sang-froid sur les fautes. 11 fautes, c'est beaucoup. Voilà, un carton jaune, voilà. Par contre, sur les corners, voilà, 13 corners, ils pouvaient rien faire, les Géorgiens. Ils faisaient que dégager des ballons, ils n'avaient pas le choix. Ils voulaient conserver le 1-0, ça se voyait, mais conserver le 1-0 quand t'as une équipe en face de l'Espagne qui est favorite sur le papier, c'est compliqué. Voilà, Danemark, Allemagne. Bien. Allemagne-Danemark. Voilà, victoire 2-0 des Allemands face aux Danois. Bon, à un moment donné, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est logique? Bah ouais, c'est logique, hein. Voilà, les Allemands étaient favoris sur le papier, ils le prouvent encore, et voilà, quoi. C'est sur un penalty de Kai Havertz, parfaitement tiré en contre-pied. On peut rien faire. Jamal Musiala qui, voilà, encore le craquito qui marque un but. À un moment donné, faut avouer que les Danois n'ont eu aucune chance, mais il faut quand même noter que si on regarde les stats, on va commencer par les stats pour commencer, après on fera les notes. Je vais aussi noter quelques joueurs danois, alors je vais plus noter les Allemands, mais les joueurs danois, je peux en noter quelques-uns. J'aurais pas l'inconvénient de pas noter certains joueurs du Danemark. Mais voilà, les Allemands ont eu 15 tirs, 9 cadrés, ils ont été très efficaces. Les Danois aussi. Alors les Danois, ils se sont fait complètement manger par cette équipe allemande sur les 15 premières minutes, sur le premier quart d'heure du jeu, où les Allemands non seulement dominaient la possession, mais en plus dominaient le jeu entier. Et d'ailleurs, Schlottenberg, qui a marqué d'une tête absolument imparable pour Kasper Schmeichel. Et donc là, Schmeichel aussi qui a fait un très bon match sur cette parade, notamment sur la reprise de volée de Kai Havertz. Donc voilà, le gardien danois était très très bon, on va le noter d'ailleurs après. Mais voilà, pour moi, je trouve que voilà, les Allemands sur les 15 premières minutes ont été très efficaces. Et puis après, ça allait beaucoup mieux pour le Danemark. Ils se sont procurés de bonnes occasions. Ils ont commencé un peu à dominer. Et l'Allemagne s'est laissé un peu endormir sur le jeu danois. Et voilà, les Danois ont commencé à se procurer des corners, des frappes et quelques occasions par-ci par-là. Et donc voilà, ça prouve 11 tirs quand même, c'est pas rien. 2 cadrés, bon malheureusement c'est que dalle, mais bon... voilà, ils pouvaient rien faire de plus. Et puis ce but refusé... des Danois leur ont fait peut-être très très mal. Ce qui a été le tournant du match pour moi, c'était le but refusé des Danois sur le but d'Andersen, bref. Oui, Andersen, ça a été le but refusé d'Andersen qui a été le déclic de ce match, et les Allemands qui ont repris totalement confiance. Ça a réveillé totalement les Allemands. Ils ont pu, Kai Havertz a pu mettre ce penalty. Ensuite, il y a eu Jamal Musiala derrière, et voilà, les Allemands, voilà quoi, ont été favoris et ils l'ont prouvé encore une fois. Et c'est parti pour la compo. Les compos qui a été mise en place par Julian Nagelsmann, qui a été presque irréprochable, avec Schlottenberg, avec Rudiger, avec Rom, avec Kimmich, avec Andrich, avec Kroos, avec Leroy Sané, Gundogan, Musiala et Havertz. On pouvait pas faire mieux que cette compo pour moi, pour les Allemands. Ça a été vraiment parfait. Manuel Neuer qui fait aussi un bon match.
Manuel Neuer qui a fait 2 ou 3 bons arrêts, Manuel Neuer. Et pour moi, ça mérite un 7, Manuel Neuer, parce que franchement, il a été presque irréprochable. Je crois qu'il a fait trois gros arrêts. Si je me trompe pas, il a fait 3 gros arrêts. Ouais, voilà, 2 gros arrêts. Et les 2 arrêts qu'il a fait, c'est vraiment de très très gros arrêts qu'il a fait, Emmanuel Neuer. Voilà, 2 ou 3 parades vraiment très importantes. Parce que les Danois ont failli marquer à un moment donné de la partie. Emmanuel Neuer a dû s'interposer comme il fallait, comme il savait l'habitude de le faire à son époque de prime. Et donc voilà. Ensuite, Kimmich, on va bien lui mettre 7 parce que lui aussi, il s'est investi, il a fait de bons centres, il a tenté des frappes. Si on peut voir, il a vraiment tenté des frappes. Voilà, combien de frappes il a fait, je crois, 2 frappes, 3 frappes. Voilà, il a vraiment été très très investi. On peut voir aussi qu'il a essayé d'être bon défensivement, même si pour lui, il sait que c'est pas son poste et c'est un peu compliqué. Normalement, il devait être à la voilà, donc là, ce qui est un peu dommage, c'est que Kimmich ne s'est pas hissé au milieu de terrain. Mais bon, Julian Nagelsmann s'est aperçu que Kimmich pouvait jouer latéral gauche et il a préféré le mettre latéral gauche. Je respecte son choix, mais c'est vrai que c'est dommage que Kimmich n'aurait pas été au milieu de terrain. Voilà, ça va peut-être lui remettre un peu plus en confiance de le jouer au milieu de terrain, parce qu'à un moment donné où Kimmich va un peu perdre le fil, il va un peu perdre l'habitude de se hisser dans ce rôle de latéral gauche, même si c'est un peu son poste. C'est son poste pas favori, mais c'est son poste quand même. Il peut jouer en latéral gauche, mais on a pu voir qu'au Bayern, ça a été, en tant que supporter du Bayern, je sais de quoi je parle. Kimmich, quand le met trop latéral gauche, ce qu'a fait Thomas Tuchel excessivement, et ben ça, il perd confiance, il fait des matchs de merde. Là, il a fait un bon match exceptionnellement parce que voilà, ça a été, voilà. Mais donc Kimmich, à force de tout le temps le mettre latéral gauche, il perd un peu la notion de milieu de terrain et dès que tu vas le replacer en milieu de terrain, il va faire un match de merde. Mais là, il a été très très bon, voilà, donc rien à dire. Rome, c'est compliqué de noter 6. 6 quand même, parce que voilà, il n'y a pas trop d'arguments à se faire sur Rome. Hein. Peut-être il y en a qui vont dire il était bon. En fait, là, c'est un choix personnel. C'est soit, là, ça dépend. Il y a certaines personnes qui diront que Rome a été éclaté, et d'autres qui penseront qu'il a été bon, d'autres qui penseront qu'il a été moyen. Moi, je suis plus d'accord pour dire qu'il a été plutôt bon. Voilà, donc Rome, ça, faut se faire son propre avis parce que voilà. Schlottenberg et Rudiger, ils vont avoir la même note, 6,5. Voilà, Rudiger, très très bon défensivement, Schlottenberg aussi. Schlottenberg très très bon sur coup de pied arrêté, comme on a pu le voir. Et voilà, 6, parce que quand même, si on regarde les stats à eux deux, c'est vraiment très très bon, avec des interventions réussites dans les pieds, voilà, Schlottenberg qui avait marqué un but, mais malheureusement, le but a été refusé, voilà. Donc on peut voir l'efficacité de Schlottenberg, voilà, que ce soit avec son équipe de Dortmund ou alors avec l'équipe d'Allemagne. Dommage qu'il a joué 90 minutes, parce que quand même, il aurait dû sortir quand même, parce qu'il commençait un peu à crever, il commençait un peu à se fatiguer au fur et à mesure de la partie, mais bon, il a peut-être dû mettre Mats Hummels, c'est un truc du genre peut-être, s'il y était Mats Hummels, voilà, au Mittelberg, Mats Hummels il y est pas, il a pas été sélectionné, enfin non. Bref, ben voilà, il aurait peut-être dû mettre un autre défenseur, voilà, par exemple. Ouais, c'est vrai que l'équipe d'Allemagne n'a pas trop de remplaçants. N'a pas de remplaçants au milieu aux défense, j'ai l'impression. Schlottenberg et Rudiger, c'est vraiment les deux machines, parce que l'équipe allemande n'a pas l'air d'avoir grand monde à remplacer pour la défense. Donc il y a vraiment une grosse dépendance sur ces deux joueurs. Et donc voilà, donc c'est pour ça à la limite que Schlottenberg a joué 90 minutes, parce que l'Allemagne n'a pas trop de changements au niveau défense. Voilà, donc Andrich, voilà, 7. Toni Kroos, 8. Toni Kroos 8, parce que là, franchement, Toni Kroos, à son âge, faire ça, c'est vraiment un truc de ouf, voilà, il a gagné encore la Ligue des Champions avec le Real, voilà, que ce soit, il a apporté, il a pas trop apporté offensivement, mais
quand même, Toni Kroos a fait un match très remarquable en défense. Il a fait de bonnes passes, il a créé beaucoup d'actions. De toute façon, beaucoup d'occasions allemandes passent par lui. Voilà, Toni Kroos, c'est vraiment un joueur très solide et vraiment très régulier dans ses matchs et dans ses prestations. Andrich, donc 6, voilà. Voilà, Andrich 6, voilà, il a été, si on regarde ses stats, on voit que c'est pas trop ouf avec un seul tir, mais voilà, Andrich, voilà, il a fait des bons efforts, il a fait de bons efforts, voilà, il a essayé de se régulariser dans son jeu, et donc ça, c'est vraiment cool pour cette équipe allemande. Il a joué que 64 minutes, mais pareil, un peu comme Stuttenberg, il a commencé à fatiguer, et voilà, donc ça se comprend un peu. Leroy Sané, 5,5. 5,5 parce que quand même, avec ce qu'il a l'habitude de faire quand il est bon et avec ce qu'il a l'habitude de faire quand il est nul, là ça a été compliqué un peu pour lui. Peut-être, il a été bon sur ses dribbles, il a été bon sur ses crochets, il a été bon sur son application offensive, mais il a été seulement appliqué, mais il a fait, comme on peut le voir, il a fait zéro tir, quoi. Zéro tir pour un attaquant, c'est très 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 compliqué, quoi. Pas un seul tir, quand tu sais que t'es Leroy Sané et que t'es censé apporter à cette équipe allemande, c'est dommage, quoi. Zéro tir lorsque t'es un attaquant, mais sérieux, mais tu fais pas d'effort, quoi. Excuse-moi, mais voilà, zéro tir, mais bon, c'est pas ouf du tout pour un attaquant. Gundogan 6, bon là lui pareil là sur le plan offensif ça a été dégueulasse. Mais bon quand même il a fait des efforts, en tout cas il a plus fait d'efforts que Leroy Sané. Moi j'ai trouvé que voilà sur ses passes ça a été bon. Voilà, beaucoup d'actions pareil venaient de lui et donc Ilkay Gundogan voilà il a un peu de mal avec l'attaque. Mais bon voilà Ilkay Gundogan, faut aussi reconnaître que c'est quand même un attaquant essentiel à cette équipe allemande. Ensuite, Jamal Musiala, bon 8, hein, oui, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Musiala, de toute façon, il est irréprochable sur ses dribbles, sur sa vitesse, sur sa vista, sur ses tirs. Voilà, c'est le co-meilleur buteur de cet Euro. Voilà, il n'y a rien à dire sur lui. 8 sur 10, ça a été le meilleur joueur allemand sur ce match. Donc Jamal Musiala, sans lui, l'équipe d'Allemagne coulerait certainement. Ensuite, Kai Havertz, pareil, Kai Havertz, très très bon, je vais lui mettre 7,5. Un peu moins que Musiala quand même, parce qu'il y a des imperfections. Il a été transparent en première mi-temps. J'ai trouvé que la première mi-temps, voilà, mis à part sa reprise de volée qui a été stoppée par Kasper Schmeichel, voilà, ça a été un peu compliqué, mais on peut voir sur sa vitesse, sur ses passes, sur ses tirs. Il a marqué un but sur penalty, très très bien tiré. Voilà, le gardien est parti du mauvais côté. Et voilà, Kai Havertz, pour moi, je l'ai trouvé assez bon. Et un peu en dessous de Musiala, mais sinon, c'est très très propre pour l'attaquant d'Arsenal. Allez, c'est parti, on va passer à quelques notes danoises. Schmeichel, 7. Ensuite, Andersen, 6,5. Christian Eriksen, 6,5. Et c'est tout. Voilà, c'est tout pour les notes danois sans argument, parce que voilà, les Danois voilà, qui n'ont pas eu la main heureuse hein, malheureusement sur ce match, même s'ils ont fait un assez bon match, ils se sont battus, mais là voilà, c'est malheureusement il n'y a pas eu photo entre l'Allemagne et le Danemark. Voilà, donc le meilleur joueur danois pour moi c'est Kasper Schmeichel, avec tous les arrêts qu'il a fait, c'est vraiment monstrueux. Et donc voilà pour ce Allemagne-Danemark les gars. Donc voilà les gars, c'est la fin de ces deux débriefs. Donc j'espère qu'il vous aura plu et j'espère que mes arguments étaient plutôt assez convaincants pour décrire ces quatre équipes qui se sont... pour décrire ces quatre équipes. Donc voilà. Donc les gars, prochain débrief sur France-Belgique. Là c'est un débrief obligatoire. Hein. C'est un débrief obligatoire de France-Belgique. Portugal-Slovénie, je ferai pas. Je ferai pas du tout, c'est un match qui m'intéresse pas trop. Je crois il y a aussi des autres huitièmes de finale, je sais plus lesquels. Autriche-Turquie, je crois. Pareil, Autriche-Turquie, je vais pas le faire. Si, Autriche-Turquie, je pourrais bien le faire. Si. Autriche-Turquie, je le fais. France-Belgique, je fais aussi. Par contre, c'est un débrief. Par contre, c'est France-Belgique demain. Et Autriche-Belgique, ce sera après-demain. Mais on verra bien si j'ai pas le temps
On se trouvera un temps, mais si je fais pas Autriche-Turquie, je ferai pas Autriche-Turquie, hein. Ce sera par un manque un peu de temps. Voilà, donc Autriche-Turquie, c'est pas la priorité, mais bon, si je trouve le temps de le faire, ben je le fais, Autriche-Turquie, parce que ça va être un beau match. Et les Pays-Bas, je ferai pas non plus. Portugal, Pays-Bas, Roumanie, ça m'intéresse pas du tout. Voilà, donc du coup, Autriche-Turquie, France-Belgique. France-Belgique, c'est obligatoire. Et Autriche-Turquie, c'est facultatif. Si je trouve le temps, ben je le fais. Si je trouve pas le temps, ben je le fais pas, tant pis. On se retrouvera alors pour les quarts de finale. Sur ce, les gars, ben on se dit à après-demain, je pense. Après-demain, ce sera le débrief de la France-Belgique. On se dit à après-demain. Et sur ce, les gars, d'ici là, peace.